Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy Carlier, c'est le moment de la chronique émotion. On va entrer dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez ou qui ont jalonné votre vie, votre parcours. Alors on vous présente toujours comme chroniqueur TV, radio, écrivain et en dernier, accessoirement, parolier. Et pourtant votre casquette de parolier mériterait de figurer en première position. Cyrielle en parlait tout à l'heure, vous avez écrit des chansons bien avant de débuter en radio. Petit, vous rêviez d'être Mick Jagger, vous imitiez Mick Jagger. Alors on commence cette chronique naturellement en musique avec votre groupe préféré, les Beatles, et un titre qu'il est impossible de dissocier de vous et de votre dernier spectacle. On écoute un extrait de Hey Jude, évidemment. En début d'émission, tout le monde aura reconnu Hey Jude des Beatles, un titre sorti en 1968. Alors tout à l'heure, vous faisiez une description de cette chanson. Alors pour la petite anecdote, c'est une chanson qui dure plus de 7 minutes et c'était la première chanson aussi longue, qui durait aussi longtemps, à être parvenue à être première du hit parade aux États-Unis et en Angleterre. Des chansons de 7 minutes en 1968, c'était pas forcément fréquent. Donc pour qu'une chanson de cette longueur arrive à être premier du hit parade, c'était un petit peu une nouveauté. Et puis ce titre, il a une histoire singulière. Il n'aurait pas dû s'appelait Hey Jude. Initialement, son titre était Hey Jules, alors rien à voir avec le rappeur marseillais. Je m'explique, cette chanson, elle a été composée par Paul McCartney suite à la rupture entre John Lennon et sa première épouse Cynthia, provoquée par la rencontre entre John Lennon et une certaine Yoko Ono. À ce moment-là, Julian Lennon, le fils de John Lennon, avait eu avec Cynthia, il n'avait que 5 ans, ce fils, et il vivait très mal la rupture de ses parents. Paul McCartney, qui était très proche de Cynthia et du petit Julian, qu'il considérait comme son fils, a donc décidé de le réconforter en écrivant Hey Jude, qu'il a composé dans une voiture en allant rendre visite aux deux malheureux, donc le petit Julian et sa maman. La chanson devait s'appeler donc Hey Jules, en référence au prénom du fils de John Lennon, mais le titre a finalement été retenu, c'est Hey Jude, tout simplement parce que ça sonnait mieux. Alors comme je disais, cette chanson, Hey Jude, elle est présente dans votre spectacle, et quand on connaît l'histoire de cette chanson, comment ne pas faire le parallèle avec votre propre vie, Guy Carlier. Vous le disiez vous-même dans votre livre Chapelle Sixties, vous viviez mal le fait d'être un enfant de divorcé dans une société où la famille parfaite était la norme. Hey Jude, c'est donc une chanson qui s'adresse à la fois au fils de John Lennon et au jeune Guy Carlier. Cette chanson, elle me rappelle aussi une autre anecdote que vous racontez, Guy Carlier, qui symbolise votre métamorphose, votre rédemption quelque part, puisque vous vous êtes un petit peu adouci et que le gentil Guitou a pris le pas sur le méchant Karl. Vous disiez qu'un soir, au Théâtre Savoie, vous écoutiez un groupe jouer Hey Jude. Dans la salle, vous observez une vieille dame aux cheveux blancs ou cheveux bleus chanter Hey Jude et vous dites alors à votre fils « Regarde cette vieille mémé, ça doit lui rappeler des souvenirs lointains ». Et là, vous réalisez que cette vieille mémé dont vous vous moquez, ça pourrait être vous. Vous dites même, à cet instant, j'ai pris conscience que j'étais devenue l'une de ces vieilles dames dont je me moquais. Une anecdote qui symbolise votre prise de recul sur la vie. On en parlait exactement tout à l'heure. C'est de là que vient l'expression je suis devenue une mamie aux cheveux bleus. C'est exactement ça. J'ai pris conscience de ça à la suite de la remarque de mon fils qui m'a dit « Mais elle a ton âge ?» Après Jude, il y a Hey Jude, il y a une autre chanson qui touche également Guy Carlier, Jérôme Goulon. Oui, Cyrielle, cette chanson, c'est une chanson de France Gall et on écoute un extrait. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Tout le monde aura reconnu Résiste, une chanson sortie en 1981, composée par Michel Berger et interprétée par France Gall. Alors cette chanson, elle est présente dans votre spectacle et on sait qu'elle vous touche, Guy Carlier, et pour cause. Résiste, c'est un véritable appel à la résistance individuelle, à la remise en question. Cette chanson, c'est une incitation à vivre son existence dans la liberté et l'affirmation de soi. Je ne vais pas refaire votre biographie, Cyrielle l'a très bien fait, mais vivre sa propre existence quand d'autres veulent faire des choix pour vous, ça rappelle forcément votre parcours, Guy, celui d'un artiste, d'un orateur enfermé bien malgré lui dans la peau d'un directeur financier avant de scier les barreaux de sa cage et de prendre son envol tel un oiseau épris de liberté. Alors si on devait désigner une chanson ayant touché le plus grand nombre de Français, vous compris, Résiste ferait sans doute partie du top 3. Michel Berger, dans ses œuvres, il n'avait pas l'habitude de s'en prendre aux puissants. Michel Berger, avant tout, c'était avant tout une main tendue
aux plus faibles, une épaule offerte aux personnes en difficulté. Et la chanson Résiste, elle est le parfait résumé de tout ça. Chaque ligne est une invitation à ne pas se laisser faire, à dire non aux existences calibrées, aux relations sans passion. La morale de cette chanson, ça pourrait être encore plus que de se heurter aux autres. Il convient avant tout de résister pour soi, se heurter aux autres dans un premier temps, puis résister pour soi. On retrouve là un petit peu le parcours de Guy Carlier. Et puisqu'on parle de Résiste, ça peut aussi être l'occasion d'évoquer deux autres artistes chers à notre invité. Oui, cette chanson Résiste, elle donne l'occasion de faire une parenthèse cinéma. Guy Carlier, vous êtes fan de l'œuvre d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri notamment. J'aurais pu citer Woody Allen, j'aurais pu citer les frères Cohen. On va s'arrêter quelques secondes sur Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Eux aussi, ça vous fait un point commun, ils avaient capté tout le sens de la chanson Résiste. Dans le film qu'ils ont coécrit, on connaît la chanson, sortie en 1997. On peut entendre ce titre à 3 reprises dans le film. Ce titre dans le film, il fait office de leitmotiv motivationnel au personnage de motivationnel. Leitmotiv motivationnel, c'est dur à dire, au personnage de Odile, le personnage joué par Sabine Azema. Odile, elle est confrontée à des personnages en pleine déconfiture sentimentale, en dépression ou traversant une crise existentielle. Et à chaque fois, elle n'a qu'un seul mot à la bouche, ce mot c'est résiste, un mot qui colle à toutes les situations. Jaoui et Bacri disaient à ce propos, résiste, c'est l'idéal pour ceux qui ne croient pas au grand soir, mais qui espèrent encore qu'il soit possible de changer le monde et d'améliorer sa propre vie en procédant par petites touches. Une philosophie qui rappelle là encore votre parcours. Il y a juste une petite différence entre eux et vous. Les changements, on ne peut pas dire que vous les avez procédés par petites touches. Quand on passe de directeur financier à parolier de Johnny Hallyday et star du PAF, et quand on perd 125 kilos pour votre transformation physique, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec vous, Guy Carlier, les changements, ce n'est jamais dans la demi-mesure. Et puisqu'on a parlé musique et cinéma, évidemment, nous allons aussi parler littérature, puisque Guy Carlier en est féru. Oui, et s'il y avait un auteur à retenir, il y en a un qui occupe une place toute particulière dans le cœur de Guy Carlier. Cet auteur, c'est Frédéric Dard. Frédéric Dard, un auteur que vous vénérez, un homme que vous aimiez profondément, un homme qui a pour vous été une figure paternelle, un peu comme Paul McCartney l'avait été pour le fils de John Lennon. On peut faire cette comparaison-là. Frédéric Dard, un auteur avec qui vous avez un lien particulier, puisque vous avez été marié avec sa fille, avec qui vous avez eu un enfant. Vous avez même appelé cet enfant Antoine, en référence à la série Sant'Antonio, une série de romans policiers de 175 volumes, publiés entre 1949 et 2001, dans laquelle Antoine Sant'Antonio, un commissaire de police, narre lui-même ses aventures. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sant'Antonio, c'est une série qui se démarque des autres romans de Frédéric Dard par une véritable désinvolture du héros narrateur, l'emploi de l'argot et le recours très fréquent à l'humour. Une œuvre qui vous ressemble, Guy Carlier, puisqu'on se retrouve avec un mélange de noirceur et d'humour, votre marque de fabrique. Alors durant les 5 décennies durant lesquelles cette saga a été publiée, on notera que la plaisanterie gauloise et les outrances hilarantes ont peu à peu pris le dessus, mais toutefois sans jamais effacer la tendresse et la profonde humanité de Frédéric Dard, qui ont su rester bien présentes dans ses œuvres. Oui, surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il a grandi avec nous. Les premiers Sant'Antonio étaient des romans exclusivement policiers, on va dire, avec une intrigue, et peu à peu, il a mis des digressions, et je me souviens qu'il... J'utilise ce procédé d'ailleurs à un moment dans le spectacle. Il y a une petite séquence que j'appelle culturelle et je dis, bon, vous pouvez parler entre vous, on se retrouve dans quelques minutes. Et c'est pareil, il disait, là, ça va, si vous êtes sur l'intrigue policière, ça va vous emmerder, on se retrouve page 182. Et en fait, moi, je cherchais que les digressions parce que c'est là que j'ai appris la vie, mais vraiment. Et donc, plus le temps passait, plus on grandissait, et plus lui grandissait aussi dans cette écriture-là, et dans cette façon d'écrire. Et en fait, l'intrigue policière devenait subalterne, on s'en fichait un peu. Ce qui était intéressant, c'était ce qu'il y avait entre les scènes policières. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu un professionnel de la digression. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, en fait, dans les chroniques, souvent le thème n'est qu'un prétexte pour donner une autre information. Voilà, Bien sûr.
pour faire passer des digressions. En tout cas, par rapport à Frédéric Dard, la tendresse et l'humanité, en fil rouge d'une œuvre à la fois sombre, incisive, grinçante et humoristique, c'est un point commun évident que vous partagez avec lui, avec votre mentor, j'ai envie de dire. Et puis on terminera cette chronique d'ailleurs par une citation de cet auteur qui donne sa vision du bonheur, et je trouve qu'il vous correspond bien, Guy Carlier. Frédéric Dard, il disait « Pour être heureux, il faut beaucoup dormir et bien déféquer. L'insomniaque et son cousin germain, le constipé, sont les damnés de la terre. » Alors du Frédéric Dard tout craché, derrière un humour grinçant et des mots qui peuvent sembler crus, sembler grivois, il y a un message bien plus profond qu'il n'y paraît. Vous voulez être heureux? N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de casser les codes. N'ayez pas peur de vous affranchir de votre passé. Une leçon de vie, Guy Carlier, qui reflète votre parcours et que vous donnez dans votre dernier spectacle. Que vous donnez dans votre dernier spectacle, justement, Guy Carlier, parce que vous dites beaucoup de choses dans ce dernier spectacle. C'est un petit peu une ode à la vie, après sans doute avoir passé des étapes un peu plus sombres. Est-ce que je me trompe ? Oui, bien sûr, c'est ça. Et en fait, je parle de moi et à la fin du spectacle, j'explique au public que c'est d'eux dont je parle. Et quand je schématise, quand je schématise en disant il y a un Karl qui est une espèce de personnage comme ça, le mauvais, vous savez, on a toujours l'ange sur une épaule et puis un démon de l'autre côté. Bon, pour simplifier grossièrement, c'est ça. Et j'ai chassé ce Karl qui correspond effectivement au poids que j'ai perdu. Et la métaphore est facile, mais en fait, je parle à tous les Karls du public. Et chacun de nous a des Karls, a des zones d'ombre, a des choses qu'il cache et qui lui pourrissent la vie, dont il a honte, et il pense qu'il est mauvais à cause de ça. Et je dis aux gens, laissez-les là sur les fauteuils et gardez les guitous. Et en fait, c'est ça, le résiste, c'est ne pas lâcher face aux démons, ne pas se laisser envahir et dire ouais, bah, de toute façon, je suis mauvais, puisqu'il y a des Karls et qui seront vainqueurs. Il y a beaucoup de résilience. Vous qui vous êtes longtemps détruit, voilà, c'est ce qu'il est dit de façon officielle, sans vous connaître avant, en pensant que vous n'étiez pas un mec bien. C'est incroyable de vous entendre parler comme ça aujourd'hui, Guy Carlier. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Bah justement, je dis que comme Dieu compensait, pour revenir à la scène initiale, quand il s'est aperçu qu'il avait mis tout l'excédent pondéral dans ma pâte et qu'il a compensé en me faisant réaliser des rêves d'enfant, il s'est dit ouais mais quand même ça va être dur parce que il arrivera un moment quand il sera à la télé où il pèsera plus de 250 kilos. Donc il a été chercher un Tupperware tout au fond de l'étagère dont il se sert presque jamais et sur lequel il y avait écrit Grand Amour et il en a parsemé la pâte qui m'était destinée. Et en fait, j'énumère dans toute la deuxième partie du spectacle, on cherche des raisons qui font que la vie vaut d'être vécue, comme dans le film de Woody Allen, Manhattan, quand il cherche des raisons, la symphonie Jupiter de Mozart, il mélange Jimmy Connors, le crabe farci du resto en bas de chez lui, l'éducation sentimentale de Flaubert, enfin voilà. Mais tout ça, j'explique, n'a de sens que si c'est partagé. C'est-à-dire qu'il est là, le sens de la vie, c'est le partage de ces moments-là avec l'amour. Et vous dites, on va leur apprendre pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que la vie vaut d'être vécue ? Extrait de votre spectacle. Mais au-dessus de ces vautours, plane majestueusement l'aigle royal des personnalités décédées, Michel Drucker. Quand sur un plateau de CD, Séguéla raconte « La semaine dernière, je déjeunais encore avec lui. » Drucker l'interrompt en disant « Oui, mais moi, je l'ai vu il y a 2 jours en soins palliatifs. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, petite bite ?» Alors ça, c'est le deuxième extrait. Il y en avait un juste avant qu'on va écouter tout à l'heure. Mais vous dites également que lorsque les choses passent, que la vie évolue, puisque vous parlez aussi de la mort avec tendresse dans votre spectacle, vous dites qu'un jour ça arrivera. J'explique qu'ils seront embêtés parce que mon statut médiatique n'est pas suffisamment important pour faire une émission où il y a les pleureuses professionnelles comme Jack Lang ou Jacques Séguéla. Séguéla, il arrive et il vous dit dire que la semaine dernière, je déjeunais avec lui et il me disait à quel point il m'aimait. On comprend que ces gens-là viennent se nourrir, ces espèces de charognards comme ça, qui viennent se nourrir de cadavres encore chauds pour nourrir leur pitoyable mégalomanie. Et donc, Séguéla
on a l'impression que probablement les vivants lui donnent pas suffisamment d'amour parce qu'il a besoin de faire croire que les morts lui en donnaient, mais qu'au-dessus de ces vautours plane l'aigle royal des personnalités décédées, Michel Drucker, parce que lui, il déjeunait pas la semaine dernière, il a vu le gars la veille en soins palliatifs, et je dis même, c'est dans le showbiz, tout le monde sait que si vous êtes à l'hosto et que Drucker vient vous voir, c'est que vous en avez pour 48 heures. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est drôle parce que je crois qu'il y en a pas mal qui disent exactement comme vous, qui disent quand on voit Drucker, c'est qu'on sait qu'on est sur la fin. Oui, et puis surtout, voilà, mais c'est surtout... Drucker voit tout le monde surtout. Je pense que c'est plus cruel pour la mort que pour Drucker. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un doigt d'honneur à la mort qu'à Michel Drucker. Justement, vous faites un grand doigt d'honneur à la mort dans ce spectacle, Guy Carlier. Est-ce que c'était une volonté, parler et de la vie et du côté un petit peu plus sombre? Quel est l'objectif de ce spectacle concrètement? Vraiment, c'est de chercher. Il se passe quelque chose au milieu du spectacle. Il y a un monologue de François Rollin, une scène à laquelle il a assisté. Et toute la première partie du spectacle, je raconte mes angoisses de la vieillesse, enfin tout ce dont on vient de parler. Et puis tout à coup, François Rollin intervient et raconte une scène qui lui est arrivée. Et je m'aperçois que notre génération, ma génération, celle des 30 Glorieuses, n'avait rien de glorieux parce qu'on laisse, on le voit là, on a entendu les infos tout à l'heure, on laisse aux enfants un monde exsangue, désenchanté, sans idéal. Et donc on a une grosse part de responsabilité. Donc la deuxième partie du spectacle, on bascule dans des raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. On apprend aux enfants de la même façon qu'on leur apprend à dire bonjour à la dame, à se laver les dents, etc. Ben là, on leur apprend les raisons qui font que la vie vaut d'être vécue et de chasser les carles qui leur pourrissent la vie. Vous dites, il paraît qu'on est à quelques minutes de la fin du monde, on avait tout pour changer la vie et c'est la vie qui nous a changé. L'obscurité, l'obscurantisme, constat triste, on met de moins en moins de Shakespeare dans nos vies, on consomme et on se consume. On a peur du bonheur aussi, vous dites ça, Guy Carlier. Oui, oui, parce qu'il y a quelque chose dans la mort il y a quelque chose de shakespearien, et donc je prends des exemples, je dis que même les gens les plus empêtrés de conformisme, même je parle d'une dame qui fait une querelle à une autre dame dans une boulangerie parce qu'elle essaye de lui passer devant en faisant semblant de regarder les millefeuilles, etc. Même cette vieille dame-là, elle s'est sentie shakespearienne le jour où son Gilbert de Marie est mort, et pourtant c'était pas Shakespeare, il lui disait pas être ou ne pas être, il lui parlait plus pour lui dire quand est-ce qu'on mange ou est-ce qu'il reste du Bartisol, vous voyez. Mais on a peur de ça. On refuse cette brèche qu'elle ouvre dans notre vie. La mort, c'est délimité par un quotidien rassurant, quoi. Et en faisant le deuil, comme on dit. On veut pas de Shakespeare. De toute façon, on veut juste être rassuré par un monde TF1, je dirais, c'est-à-dire des choses comme ça, sans implication, sans réflexion profonde, sans juste une consommation immédiate. Et je dis, on limite nos efforts de créativité à faire du fric ou à faire l'amour sans amour. Et une bonne raison aussi d'être heureux, Guy Carlier, et justement, puisque vous parliez de ces raisons qui font vivre, eh bien, c'est encore venir vous voir en spectacle, parce que je ne veux pas révéler tout ce que vous nous dites, des jolies choses qu'on a notamment à l'écoute, mais que je préfère garder pour qu'on vienne vous voir au Théâtre des Mathurins. Tout de suite, on poursuit cette émission, bien sûr, avec notre chroniqueur qui vient vous croquer. Tout de suite, c'est Jérém Rache, l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Reste avec nous. Jérém Rache, bonjour, c'est quoi le menu aujourd'hui alors? Bonjour Cyrielle, bonjour Guy, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, je me sens très bien ici. Ah, parfait. Bon, Guy, je dois vous avouer que vous ne m'avez pas facilité la tâche pour cette chronique culinaire. Comme vous le dites si bien, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'était Nietzsche qui disait ça. C'était Nietzsche qui disait ça, mais vous avez repris ça notamment dans une chanson pour Johnny. Je l'ai fait chanter du Nietzsche. C'est beau, ouais. C'est quand même très beau. Alors, au risque de me faire scalper, tuer, séquestré à la cave et lapidé sur la place publique, au risque que Cyrielle nous fasse un arrêt cardiaque dans ce studio. On n'est pas loin. Je sais que votre plat favori est
La côte de porc. On est sur Radio J. On est sur Radio J, c'est impossible. C'est un petit peu comme si je faisais une chronique sur Marc Dutroux chez Radio Catholique France. Oui, Cyrielle, ne t'inquiète pas, je vais me flageller ce soir. Dis-moi. Alors, il m'est arrivé, c'est drôle ce truc de côte de porc. Je viens de prendre conscience effectivement de la boulette. J'ai un voisin qui est génial, qui s'appelle Haroun, qui est marocain, à Argenteuil, j'habite à Argenteuil, qui s'est pointé avec un couscous. Et donc, je fais une chronique sur une autre radio, et donc, dans la matinale, et à laquelle participe Cécile de Ménibus, que vous connaissez. Bon, oui. Et donc, elle me dit, je fais ma chronique sur le vivre ensemble, hein, et sur ce couscous, et elle me dit, il faudrait que toi, en échange, tu lui prépares un plat. Et elle me dit, tu devrais lui faire une saucisse de morteau. Et donc, et je réagis pas, sur le coup. Et donc, du coup, le lendemain, je suis revenu, j'ai dit oui, puis je lui servirai avec un côte du Rhône. Et même, je peux lui offrir un crucifix avec une branche de buis pour décorer sa chambre. Ça lui fera plaisir. Vous voyez, voilà, ça, c'est le genre de... Moi, ça m'a fait beaucoup rire, je vous avoue, quand même. Cyrielle, je pense un peu moins. Allez, revenons. Allons-y, c'est drôle. Revenons à nos moutons avant l'Aïd. Bref, Guy, j'ai appris que vous avez entamé... Au moins, je suis sincère. Non, mais bien sûr. Je suis pas manipulateur. Guy, j'ai appris que vous avez entamé un traitement d'amaigrissement en 2006 et que vous avez perdu près de 125 kilos. Je vous respecte tellement pour ça. Aujourd'hui, je trouve qu'on nous met une pression de dingue avec les réseaux sociaux, hein. Faut avoir un corps parfait, faut faire du sport, faut manger sainement, faut arrêter de fumer, faut pas boire d'alcool. Rendez-nous les 70s, drogue, sexe, alcool et rock'n'roll, merde. Moi, j'ai vu pendant les confinements, j'ai essayé de me mettre au vert et de prendre soin de moi. Le premier confinement, ça a fonctionné. Le deuxième, ça a été impossible. Un peu moins. Impossible. C'est parti en food porn journalier, un pot de Häagen-Dazs par épisode de Desperate Housewives. J'ai pris 25 kilos. En plus sur la balance, je suis clairement resté affalé dans mon canapé en attendant que ma manager Brigitte Blanc m'appelle pour partir en tournée. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai cru que j'allais finir seul, obèse et alcoolique. Enfin bref, on s'égare du sujet. Je trouve ça très très compliqué de vous associer à un plat parce que si vous êtes comme moi, je m'en voudrais trop. C'est-à-dire que moi, on me parle de raclette, je prends 10 kilos. Bon, j'en repère 5 parce que je suis intolérant au lactose. En fait, la société nous met tellement une pression de dingue. Mange pas ci, mange pas ça, surveille ton IMC, t'es trop gros, t'es trop maigre, mais stop. Est-ce qu'à un moment donné, on peut juste être soi? Est-ce que le plus important aujourd'hui, ce ne serait pas de s'écouter et de faire ce qu'on a envie? Alors Guy, vous savez quoi? Même si on est sur Radio J, je m'en fous. C'est avec grand plaisir que je mangerai une côte de porc au beurre avec vous. Cyrielle, je t'aime. Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, Jérém Brach. Je rappelle que vous êtes sur scène avec votre spectacle Pourquoi pas tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris. En attendant de vous retrouver en podcast, bien sûr, sur le YouTube de Radio J et radioj.fr.